suis ravi d'être ici dans la Sarthe ce soir. C'est un département que j'aime bien. La ville du Mans est une ville voilà, que je connais bien aussi, avec mes activités notamment dans le monde de l'automobile. Je suis venu souvent à 24 heures du Mans, le Mans classique, et c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de venir répondre à vos questions et répondre aux vôtres, si vous en avez tout à l'heure, pour... il y en aura certainement, mais je vais vous proposer de vous asseoir parce qu'on va aménager vos jambes, puisqu'à propos de souffrance, vous en avez connu, vous en avez vécu un petit peu ce week-end, alors on peut expliquer un petit peu pourquoi. Ces jambes, il faut les ménager, en particulier vos pieds, je crois, qui vous font souffrir un peu ce soir. C'est de la faute notamment de Dominique Chevelier, là, le marathonien le plus connu de votre région. Non, je plaisante parce qu'il était speaker là-bas, mais j'ai couru l'une des courses du Festival des Templiers, c'est un trail sur 48 km avec un peu plus de 2500 mètres de dénivelé et des descentes un peu costauds qui ont mis à mal mes ongles de pied notamment. Donc voilà, je passe ma journée en tongs, sauf ce soir, j'ai mis des baskets pour pas arriver en tongs ici. La météo et puis le parterre face à moi m'interdisait de me retrouver en tongs. J'ai regardé les résultats, vous avez fait bonne figure, 8h48 pour faire ces presque 48 km. Moi, j'en serais absolument incapable. Le dernier a mis 12 heures, le premier un peu plus de 4h30 et vous étiez donc 474e sur 719. Ça mérite des applaudissements. Puisqu'on est ravis que ça ne vous ait pas empêché d'être avec nous ce soir. Alors, est-ce que vous avez connu d'autres extravagances sportives du même type cette année où vous essayez de vous ménager, d'accorder comme ça quelques exceptions à ces trails ou à ces courses assez éprouvantes? Non, je crois que c'est quand je quitterai définitivement le monde de l'adolescence que j'éviterai de continuer à faire mes bêtises. Mais j'aime bien courir, j'aime bien me dépasser. Je viens de faire Paris-Dijon en 3 jours en vélo. J'ai couru une course à Chamonix, pareil, sur une 40aine de kilomètres. Voilà, quand il s'agit de courir, de faire du vélo, de nager, je suis souvent présent et j'aime, c'est vrai, me dépasser et j'aime cette sensation à la fois d'être un peu à la limite de ce qu'on se croit capable de faire et puis cette sensation aussi de fatigue positive qui vous permet de lâcher prise et qui vous permet d'être peut-être plus encore en adéquation avec ce que vous êtes vraiment. Bon, alors, c'est pas une légende, non, le sport, c'est le fil conducteur de votre vie, c'est même le pilier de votre carrière. Hein. Et alors, peut-être qu'en 2 mots, parce qu'on a l'impression de vous connaître, effectivement, mais on peut retracer votre parcours très rapidement. Vous avez 56 ans, vous êtes né à Dijon, vous avez vécu à Besançon, vous connaissez peut-être la Madeleine Proust de Besançon, ça vous dit rien? Bien sûr. Bon, on en reparlera, c'est une copine. Vous avez fait vos études à Caen. Spectacle. Eh bien, écoutez, je crois savoir qu'elle va le reproduire, mais avec un clone. Ça ne sera pas elle, mais elle le met en scène. Bref, on en reparlera tout à l'heure, puisque ça, c'est presque un peu privé. Je reviens à vous. Vous avez fait des études pour être prof de gym, pour être journaliste. Vous avez commencé une carrière journalistique à Europe 1, en particulier à TF1, bien entendu. Présenté Automoto, Ninja Warrior et surtout Koh-Lanta. Et Koh-Lanta, que vous avez commencé à présenter en 2002, je crois. Vous y avez rencontré votre femme en 2003, donc c'est quasiment le ticket de l'auto gagnant de votre vie, cette émission. C'est clair que c'est un pan très important, puisque imaginez que ça fait plus de 22 ans que j'anime cette émission. Je crois qu'elle me correspond bien. On parlait justement du dépassement de soi. Je crois que Koh-Lanta me permet d'assouvir tous les pans de ce que j'aime dans la vie, le voyage, le dépassement de soi, la compétition, le défi. Voilà, si vous mettez tout ça dans un shaker, vous obtenez un cocktail qui se rapproche du cocktail Koh-Lanta. Donc, quand vous changez d'endroit, que vous pouvez comme ça parcourir le monde et que vous avez chaque année des candidats différents, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et puis quand vous avez la chance de trouver une vraie adhésion auprès du public, parce que ça fait plus de 20 ans que c'est une émission qui marche bien en audience, ça vous guide. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai pas que ça, c'est que je m'occupe du football sur TF1, sur les grands événements. Ninja Warrior, vous l'avez dit. Je suis en train en ce moment de produire et de réaliser un documentaire sur 2 déportés français qui ont été déportés à Bergen-Belsen et qui sont encore vivants, 90 et 88 ans. De qui j'essaye de recueillir un maximum de témoignages pour ce documentaire. Pour nous, pour nos enfants, petits-enfants et petits-enfants, pour que dans 100 ans, 150 ans,
la Seconde Guerre mondiale ne soit pas juste un épiphénomène de l'histoire de France et de l'histoire mondiale, mais que ça reste, grâce à la technologie et grâce à la capacité qu'on a aujourd'hui à garder durablement des images, et bien que ça reste un événement capital de notre histoire et que ça puisse, mais enfin ça n'en prend pas le chemin quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais que ça puisse peut-être alerter les hommes et les femmes de demain de la prudence à avoir pour être capable de vivre le plus possible en harmonie ensemble. Donc on a déjà quelques photographies de ce qu'on se figure être votre emploi du temps, entre le sport, la vie de famille, vous avez 4 enfants, bien entendu votre activité professionnelle, vos activités professionnelles, et malgré tout ça, vous avez pris le temps d'écrire un livre, et c'est de ça qu'on va parler maintenant aujourd'hui, Un soldat presque exemplaire. C'est un bébé Covid, je crois qu'on peut peut-être dire 2 mots sur le contexte de ce bouquin qui est sorti en 2021. C'est clair, en fait ça fait très longtemps que je rêvais d'écrire un livre, mais je n'en avais ni le temps, et j'avais pas eu cette petite impulsion, ce courage indispensable à commencer à s'y mettre. Parce que la pire des questions qu'on peut me poser, c'est est-ce que vous l'avez écrit vous-même ? Parce que c'est vrai que dans le milieu, parce que vous êtes un personnage public, on imagine que vous avez des gens autour de vous qui peuvent écrire un bouquin. Alors, il y avait un premier bouquin que j'avais écrit sur l'histoire un peu de ma vie, sur les 10 premières années de Koh-Lanta, mais je l'avais d'ailleurs dit tout de suite, ça avait été écrit par quelqu'un d'autre. Là, je voulais l'écrire de A à Z, sans être aidé, ou très peu, si ce n'est par mon éditeur avec quelques conseils dont j'avais besoin, oui. Mais ce qui est d'ailleurs le cas pour n'importe quel écrivain, aussi expérimenté soit-il. Et c'est vrai que le premier jour du Covid, je me suis dit, moi qui voyage beaucoup, moi qui ai une vie trépidante, là je vais me retrouver à la maison, ça va être un peu compliqué, et finalement ça reste une période, j'ai toujours du mal à le dire, mais c'est la réalité, le premier Covid, parce que j'ai écrit ce livre, parce qu'il faisait un temps merveilleux, parce que j'étais avec mes enfants plus qu'à l'accoutumée, parce que ça a été une période un peu hors du temps, que j'ai beaucoup apprécié, avec la chance évidemment de ne pas être touché moi ou les membres de ma famille par ce Covid qu'on maîtrisait pas du tout à l'époque. Et j'ai appelé Stanislas, le héros de mon livre, militaire, blessé psychique, et je l'avais rencontré au préalable, je lui avais dit mais ta vie c'est un roman, et je lui avais dit un jour je l'écrirai sans doute si j'ai le temps, et je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que tu es prêt à me consacrer 3-4 heures tous les matins au téléphone, parce que je ne pouvais pas bouger de chez moi, lui de chez lui, il habite Roanne, et je lui ai dit je vais en avoir pour une dizaine de jours, et il m'a dit ok. Et on est parti comme ça, et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre en tout compris, un peu plus de 4 mois et demi. Alors on va l'ouvrir ce livre en commençant par le début, puisque vous l'avez dit, c'est l'histoire de Stanislas. Stanislas et Marie, son épouse. Lui est sergent-chef dans l'armée de terre, on l'appelle le chef Carten. Elle est policière, ensemble ils ont un enfant, un jeune bébé, qui dort un soir de Noël, qui viennent de fêter en famille, un peu tristement, parce qu'il revient du Kosovo. Son fils, il le connaît à peine. Il a du mal à s'intéresser à lui. Sa femme le lui reproche. Il a beaucoup bu, comme d'habitude. Avant de rejoindre sa femme, parti se coucher, il échange un dernier texto avec une de ses maîtresses. Là aussi, comme d'habitude. Mais cette fois, Marie ne l'accepte pas. Et comme vous l'écrivez, Stanislas, sa grenade, ce soir-là, il l'a découpillée. Je vous laisse raconter peut-être la fin de ce premier chapitre. Bon, en tout cas, même le tout début du livre. C'est marrant parce que cette histoire, on me l'a racontée plusieurs fois. Je me la suis ressassée dans ma tête. Je l'ai écrite. Et rien qu'à vous entendre redire les moments un peu charnières de ce soir de Noël, ça me donne encore des frissons. En fait, c'est un militaire qui est un héros de guerre, qui vient de réussir des choses assez extraordinaires au sein de l'armée française au Kosovo. Et puis il rentre à la maison, il est complètement déconnecté. Et surtout, il est atteint d'un syndrome post-traumatique. Alors, il le sait sans le savoir, sa femme le sait sans le savoir. Et forcément, sa vie est perturbée. Il boit plus que de raison. Surtout ce soir-là, il conduit en ayant bu. Donc imaginez, Marie, le petit, dans la voiture, ça roule trop vite, ça rentre trop vite. Et puis il y a effectivement ce moment où il dégoupille parce que il ne supporte pas que sa femme l'ait finalement pris en flagrant délit. Et là, elle ne doit sa vie qu'au fait d'avoir pu s'enfermer dans les toilettes avec son téléphone et d'avoir pu appeler ses collègues. Parce que, comme vous l'avez dit, elle est toujours d'ailleurs policière.
Et ce sont donc ces collègues, vous imaginez, vos collègues au quotidien, ceux avec qui vous partez justement en mission, ceux avec qui vous buvez le café le matin en arrivant, qui viennent vous sauver d'une situation particulièrement précaire. Et encore une fois, et Stanislas comme Marie le reconnaissent aujourd'hui, si elle n'avait pas réussi à appeler, je pense qu'elle ne serait plus là aujourd'hui et lui serait en prison. Et on va en reparler, mais Stanislas, c'est pas un criminel au départ, c'est pas un type capable de tuer sa femme. Il est devenu cet homme-là parce que justement son cerveau a vrillé d'avoir trop fait la guerre. Il a été abîmé d'avoir trop fait la guerre et d'avoir connu son premier conflit à 18 ans à peine et d'avoir tué en Somalie ses premiers ennemis. Il le sait, il l'a vu avec son FAMAS à 18 ans. Alors, on en reparlera effectivement, mais on rentre assez vite dans le match, comme on dirait dans un autre contexte, je ne sais pas si c'est le terme approprié, avec une scène assez crue, assez réaliste et donc très violente. Mais finalement, ce n'est pas l'histoire de la violence conjugale que décrit votre livre, c'est la difficulté du retour à la maison pour les militaires. Et c'est vraiment ça qu'on ressent, on le sent tout au long du livre, puisqu'à chaque opération, il va chercher l'adrénaline en opération extérieure, et que ce soit de retour du Kosovo, du Mali, d'Afghanistan, etc. Le syndrome qu'il vit est toujours le même. Il a du mal à se retrouver chez lui et dans la vie réelle. Ouais, c'est compliqué. Il peut pas faire le distinguo entre ce qu'il vit sur place. Il est chef. Hein, quand on est sergent ou sergent-chef, on a une équipe avec soi. Il montre l'exemple. Il montre l'exemple par ses compétences. Il montre l'exemple aussi par son courage, et notamment au Kosovo, quand il est atteint par une grenade dans le mollet, et que malgré ça, il continue et il met hors d'état de nuire à 2 ou 3 un sniper. Mais vous le dites très justement, quand il rentre, il est encore dans ces moments de guerre, et il n'arrive pas à retrouver cette forme de quiétude indispensable dans sa vie de tous les jours. Sa vie est terne. Ses peurs ne se sont pas envolées. L'adrénaline s'est envolée avant la prochaine mission qu'il attend avec impatience. Mais en revanche, ses peurs, tout ce qu'il a emmagasiné comme stress, ça a besoin de ressortir. Mais ça ressort forcément à mauvais escient. Avec ses proches, mais pas uniquement. Ça peut être aussi à la sortie d'une boîte de nuit, à la première incartade, un mauvais regard, un mot un peu déplacé de quelqu'un. La violence est gratuite, la violence verbale, puis la violence physique. Et j'ai envie de dire que c'est presque une drogue, c'est presque un besoin pour lui. C'est-à-dire que quand il ne fait pas la guerre, ben, il a besoin un peu d'être dans une forme de conflit permanent avec qui que ce soit, dans la rue, avec ses proches, et donc, on l'a dit, avec sa femme. Alors, on rentre bien dans sa tête, hein, grâce à vous, et on comprend bien l'adrénaline, le plaisir, d'une certaine manière, malgré la peur qu'il ressent quand il est en opération. On sent bien aussi sa culpabilité quand il est chez lui et qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Mais le paradoxe, c'est qu'entre les deux, sa culpabilité très forte, et puis ce goût pour l'adrénaline qu'il recherche, c'est terrible à dire, dites-vous, mais dans ces tourments, Marie et le petit passent après ces tourments militaires. C'est-à-dire que sa vraie trouille, c'est pas tant de faire mal à sa famille, c'est de ne plus vivre son statut de militaire. Il dit, sa peur, c'est peut-être de rester militaire, mais de ne plus être soldat. Ben, il a une double peur. Il a la peur que son syndrome post-traumatique soit totalement identifié, détecté et reconnu comme tel, et donc il redoute à tout moment que les psychiatres, que les médecins militaires qu'il consulte, par obligation, parce qu'autrement il ne le ferait pas, le réforment. Alors effectivement, soit pour un emploi plus bureaucratique, soit carrément pour un départ définitif de l'armée. Ça, c'est sa première peur, mais sa deuxième peur, c'est aussi que ces tourments, que ces excès avec Marie ou avec d'autres personnes puissent provoquer vraiment une espèce d'onde de choc, entraîner une culpabilité et entraîner justement un procès, une plainte déposée qui pourrait, à ce moment-là, l'éjecter de l'armée. Et évidemment, il n'a que ça.
Mais je voulais revenir à quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que Stanislas, il s'engage dans l'armée, il fait son service militaire, il a 17 ans et demi. Là, on lui dit rapidement, tu vas partir en Somalie. Vous savez, c'était l'époque de Kouchner, quand on disait les militaires français vont aller donner à manger et vont aller distribuer du riz en Somalie. Sauf que quand il arrive là-bas, très vite, les choses se compliquent. Le gouvernement en place en Somalie est tenté d'être renversé par des rebelles. Il y a des casques bleus marocains qui sont sur place, et là, ils ne peuvent pas faire face. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent l'appui des militaires français qui sont sur place. Donc, imaginez Stanislas, il a une formation de quelques semaines. On lui a appris dans un stand de tir, sans doute en France, à utiliser son FAMAS. Et puis là, on lui dit, eh ben, tu vas aller dans la capitale, et puis tu vas aller prêter main forte aux Marocains. Et à ce moment-là, et il l'a gravé, c'est un lapsus révélateur, il l'a tatoué sur son bras. Dans sa vie, Stanislas, il est persuadé, lui, avec son arme, méthodiquement, d'avoir tué 18 personnes. Et sur ces 18 personnes, il y en a sans doute d'autres avec des armes plus massives, mais sur ces 18 personnes, il y en a 10 qu'il a tuées lors de ces événements à Mogadiscio, en Somalie. Et il a 18 ans. Il rentre en France, il termine son service militaire, et là, l'armée est mal faite à ce moment-là, parce qu'on lui dit « Au revoir, monsieur ». Si vous voulez... Donc il est devenu sergent appelé, mais si vous voulez revenir, il faut que vous vous engagiez. Mais vous allez repartir militaire 2e classe. Et entre-temps, ben, il rentre chez ses parents, il n'est plus rien, il était devenu quelqu'un à l'armée, il n'est plus rien, il devient vigile, et puis il se réengage. Mais dans une période où finalement il est assez incompris, et je pense... Et là, on n'est pas d'accord avec Stanislas. Mais je pense que c'est là véritablement que son syndrome post-traumatique commence. C'est-à-dire qu'à 18 ans, vous n'êtes pas fait pour partir à la guerre et pour tuer 10 personnes. Alors on peut décortiquer, peut-être un petit peu analyser son histoire et sa psychologie. Alors oui, effectivement, pour bien comprendre l'élément déclencheur, au premier jour pratiquement de son engagement, il tue 10 personnes, 10 rebelles à lui seul. Et finalement, il retourne au campement et on lui donne son après-midi. Et le surlendemain, il est de nouveau au charbon d'une certaine manière. Pour comprendre sa psychologie, c'est un rêve de gosse. Et vous décrivez finalement au départ un garçon, gringalet, à peine encore dépucelé, pardon d'expression, mais vous en parlez aussi crûment, on voit bien comment, à l'arrière d'une bagnole, sur un parking, enfin bref, c'est très cliché, un type qui souffre parce qu'il est en échec scolaire, parce que personne ne le regarde, qui manque d'affection. Je vous arrête, je ne crois pas que ce soit cliché. Je crois que c'est symptomatique de certains états d'âme, de jeunes qui n'ont pas vraiment de passion, qui n'ont pas vraiment de cellules familiales stables et qui se cherchent. Oui, mais tous n'ont pas comme modèle un grand-père polonais qui a été un soldat assez héroïque pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est le seul vrai modèle de ce gamin et son confident. Donc il rêve depuis tout petit de suivre les pas de son grand-père. L'armée, ça représente quelque chose de très important pour lui. Il n'a pas de rapport avec ses parents. C'est dur d'ailleurs quand il m'en parle. Et encore aujourd'hui, vous voyez, je lui disais que je venais ce soir, je l'ai eu dans la voiture en venant. Et je lui dis comment ça va avec tes parents? Oh, bah on se voit. Mais voilà, il n'a jamais eu vraiment de rapport avec ses parents. Sa sœur faisait des études, lui pas. Sa mère ne rêvait de lui que de le voir faire des études, avoir un métier, entre guillemets, loin de celui de militaire. Et effectivement, il ne se raccrochait qu'à ce grand-père. Ce héros qui arrivait dans les repas de famille, lui, le Polonais, qui s'était engagé dans l'armée française parce qu'il était reconnaissant à la France de l'avoir accueilli avec sa famille. Il a été fait prisonnier pendant de nombreuses années en Allemagne, et d'ailleurs, ça donnera lieu à un échange très très fort avec son petit-fils. Mais il venait dans les dîners familiaux, dans les déjeuners du dominicaux, avec ses médailles. Parce qu'il était fier, lui d'origine polonaise, de pouvoir dire qu'il avait combattu dans l'armée française. Et Stanislas, eh ben, il voulait faire comme son grand-père. Généralement, on aime bien s'identifier à son papa. Ben lui, comme il ne s'identifiait pas à son père, ben il s'est identifié très fortement à son grand-père, qui a toujours été jusqu'à sa mort son guide dans la vie.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu cette relation à ce modèle qui explique aussi son acharnement à persévérer dans l'armée, malgré les premiers signaux qu'il détecte, mais qu'il ne parvient pas à accepter, parce qu'un homme ne peut pas aller voir un psychiatre. Donc, les premiers troubles de sommeil, perte d'appétit, la violence, tout ça, il sent bien que c'est pas tout à fait normal, mais il ne veut pas en parler, et surtout pas en parler à l'armée. Et c'est déjà le début du syndrome post-traumatique de vouloir garder ça pour soi, non ? Je pense qu'aujourd'hui, le monde a évolué et on parle plus ouvertement d'un besoin d'aller voir un psychiatre, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychanalyste. Aujourd'hui, ça se dit beaucoup plus, même pour des enfants, un pédopsychiatre. On peut en parler à ses amis, on peut en parler à sa famille. À l'époque, beaucoup moins. Et lui, mais il est militaire, il est fort. Quand il est au combat, il est courageux, il est meneur d'hommes. Il ne va pas voir un psy. Et puis, non seulement il n'a pas besoin d'aller voir un psy dans sa tête, qu'est-ce qui se trompe? Mais en plus, il ne veut surtout pas avoir à reconnaître qu'il en a besoin. Parce que ça voudrait dire qu'il met le doigt dans un espèce d'engrenage qui pourrait, à plus ou moins long terme, l'écarter de sa vocation, qui est celle d'être militaire et de rester militaire. Et donc de suivre le parcours de ce grand-père. Il sera médaillé lui aussi, mais les premières médailles, il les reçoit par la poste. Bon, les dernières, il les reçoit au ministère, mais il est déjà peut-être un petit peu trop tard. La question que pose finalement l'histoire de Stanislas, peut-être avant de poser la question de son histoire, ça m'intéresse de savoir comment vous avez été en contact avec cette histoire-là. Comment vous l'avez rencontré? Stanislas, comme j'étais parrain des blessés de guerre, lors d'une remise de médailles, on me présente Stanislas, qui à l'époque était en train de se reconstruire, retrouver un métier dans une entreprise qui avait évidemment aussi un lien très fort avec l'armée, puisque c'était une entreprise qui fabriquait certains véhicules militaires, et lui allait finalement être un des spécialistes pour enseigner les rudiments de ce véhicule-là. Il en était à ce stade-là, mais encore très touché par son syndrome post-traumatique. En phase de reconversion. En phase de reconversion. Et il me raconte en quelques mots son histoire. Et c'est là que je lui dis, mais il faut absolument que j'en sache plus. Et c'est vrai que pendant un peu plus de 40 heures, on a parlé. J'ai beaucoup parlé avec Marie, sa femme. C'était important parce qu'au départ, il m'a dit, Marie, elle ne te parlera pas. Et effectivement, j'ai appelé Marie. Elle m'a dit, non, mais je ne veux pas vous parler parce que vous voulez faire un portrait de mon mari. Et si je vous parle, je vais le ternir. Je lui ai dit, mais vous savez, il s'est déjà suffisamment confié, il se ternit lui-même. Il est capable aujourd'hui d'avoir suffisamment de recul pour discerner le bien du mal dans ce qu'il a fait. C'est-à-dire, moi j'ai coutume de dire que ce héros de guerre devenait un zéro à la maison. Et finalement, Marie a accepté de me parler, certains de ses chefs ont accepté de me parler, et c'est grâce à tous ces échanges que j'ai pu finalement comprendre tout ce qui s'était passé et essayer aussi de voir où, et c'est important, Stanislas romançait. Parce que certaines fois, il me disait quelque chose, sa femme, pour la même scène, me disait autre chose. Donc je faisais un aller-retour. Et la seule exigence que j'avais avec chacun d'entre eux, c'était de leur dire qu'il y avait une perméabilité totale. C'est-à-dire que ce que me disait Stanislas, il fallait que je puisse en parler à Marie, et ce que me disait Marie, il fallait que je puisse l'échanger avec Stanislas. Et c'est comme ça, je crois, que je suis arrivé au plus proche de la réalité de ce qu'ils ont vécu. Alors, on a parlé de sa difficulté à admettre de son côté. Il faut reconnaître que l'armée a aussi des difficultés à admettre ce genre de trouble comme une vraie maladie, puisque pendant longtemps, ça a été caché, ignoré. Alors, depuis 2012, on a estimé à 2800, on va dire 3000, les cas recensés objectivement par le service de santé de maladies mentales. Et on peut penser qu'ils sont probablement le double, et c'est sans compter ce qu'on appelle les perdus de vue, c'est-à-dire ces soldats qui sont retournés à la vie civile avant d'être diagnostiqués. C'est-à-dire que le problème des maladies psychiques dont souffre notre Stanislas, il est très répandu au sein de l'armée. Il est de plus en plus répandu. J'ai coutume de dire que entre la guerre d'Algérie, certains sans doute ici y ont participé, et la guerre du Golfe et le début du conflit des Balkans en Yougoslavie, il y a toute une génération, voire une génération et demie de militaires qui n'ont fait que s'entraîner
Alors certes, il y en a certains qui ont sauté sur Colvézi, il y a certains qui étaient sur du maintien de l'ordre en Afrique, mais il n'y avait pas véritablement de conflit. Puis il y a eu la guerre du Golfe, puis il y a eu ensuite la Yougoslavie, puis il y a eu l'Afghanistan, puis il y a eu le Sahara avec le Mali, puis la Centrafrique. Donc ça fait maintenant une trentaine d'années que les militaires français font la guerre. Ils ne sont pas là pour s'entraîner, ils font la guerre. Et donc, quand vous faites la guerre, vous êtes beaucoup plus sujet à ces syndromes post-traumatiques. Ce que finalement, les Américains ont vécu bien en amont de tout cela, au retour de la guerre du Vietnam. Et c'est d'ailleurs les Américains qui nous ont alertés, les généraux américains qui ont alerté les généraux français. Attention, nous, on est passé à côté, on est passé au travers, mais on a eu plein de difficultés. Les militaires qui, revenant du Vietnam, se sont suicidés, sont devenus clochards ou même sont devenus des criminels. Il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et donc, c'est vrai que l'État français a essayé, et puis l'armée française, conjointement, ont essayé de prendre à bas-le-corps ce problème. Parce que j'ai coutume de dire que quelqu'un qui saute sur une mine antipersonnelle en Afghanistan et se fait arracher la jambe, c'est un militaire qu'on plaint, c'est un militaire qu'on comprend, c'est un militaire dont on voit la blessure. On voit, il a une prothèse, et puis il y a une forme de considération qui permet souvent à ces gens-là de vivre et de changer de vie après cet événement. Quand vous êtes blessé psychique, vous êtes comme vous et moi. Ça ne se voit pas. C'est pas peint sur la mine. Je vous garantis que Stanislas, il est comme vous et moi. C'est plutôt un beau gosse. C'est plutôt un type qui a du succès. C'est un type fort en gueule. C'est un type plutôt fin et drôle. Mais ça, c'est quand il va bien. Quand c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, quand il vrille, c'est plus du tout le même. Mais dans ces cas-là, la majorité des gens qui l'entourent ne le voient pas. Et ça ne se voit pas, la blessure psychique. Donc c'est plus difficile à déceler, certains se protègent, et c'est beaucoup plus difficile à soigner. Parce que soigner les neurones, quelle que soit la blessure physique, c'est plus difficile que de soigner une jambe arrachée ou un problème mécanique. Alors une manière de l'illustrer, c'est de rappeler que 80%, je crois, des blessés psychiques dans l'armée ne retournent pas dans l'armée, alors que 20% seulement des blessés physiques retournent à la vie civile. Donc on voit bien avec ce ratio que le problème de la santé mentale est beaucoup plus difficile à traiter. Votre bouquin, finalement, pose aussi la responsabilité, et c'est même le cœur de ce livre, de l'armée, dans l'accompagnement, dans la détection de ces maladies. Alors, c'est pas un plaidoyer contre l'armée, hein. Vous parlez souvent de votre appétence pour l'armée, votre affection pour les militaires, mais néanmoins, vous posez la question de la responsabilité de l'armée dans cette difficulté. Vous savez, à aucun moment, un gradé, un responsable de l'armée ne m'a critiqué sur la façon d'écrire ça, ou n'a pensé que c'était faux ou qu'on était en train de romancer quelque chose. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Je crois qu'aujourd'hui, avec la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, je crois qu'avec certaines fondations comme Terre Fraternité qui viennent en aide aux blessés, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie volonté d'aider ces blessés. Mais pour les aider, il faut les comprendre. Et ça, c'était compliqué. Alors, je vois à quoi vous faites allusion dans le livre. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, ceux qui connaissaient le mieux Stanislas s'en sont rendus compte, et notamment son major, c'est-à-dire son responsable direct. Si on était dans une société civile, on dirait son DRH. Le DRH direct de Stanislas, un jour, il l'a chopé, il lui a dit « Mec, tu peux plus partir. C'est plus possible. » Sauf que Stanislas, il ne peut pas entendre ça. Donc, il va encore plus loin dans ses tourments. Et puis, qu'est-ce qu'on lui propose? C'est d'aller voir un psychiatre militaire, sous l'égide du colonel de son régiment. Mais le colonel du régiment, qui est le super DRH, qu'est-ce qu'il veut, lui, à ce moment-là? Il a besoin de Stanislas, parce que c'est un super soldat, parce que c'est un super meneur d'hommes, et que, eh bien, il y a une mission qui se prépare en Afghanistan ou au Mali, et qu'il a prévu que Stanislas parte avec son équipe. Ça, c'était une chose. Et donc, c'est vrai que il y avait une dichotomie importante entre ce que pensait le major et ce que disait le général médecin. Mais encore plus que dans la vie civile, quand un général dit quelque chose versus l'avis d'un major,
même si c'est le major qui connaît le mieux le militaire dont on parle, c'est quand même le médecin S-qualité et S-qualité de grade qui l'emporte. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, il est déclaré apte à repartir au Mali. Ce sera sa dernière mission, la mission de trop. C'est miraculeux qu'il soit revenu, parce qu'encore une fois, à ce moment-là, il est tellement dans son délire que son objectif, c'est pas de vivre, c'est même pas de survivre, c'est de mourir. Qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là? Il veut revenir, comme il me le dit, brutalement et plusieurs fois, je veux revenir entre quatre planches avec le drapeau bleu, blanc, rouge et avoir la Légion d'honneur à titre posthume. Parce qu'effectivement, il ne voit plus le danger, il ne discerne plus ce qui était finalement la philosophie de base de son métier. Et c'est là véritablement qu'il vrille. Alors là, vous décrivez finalement le point d'or de son partir, c'est-à-dire le point de non-retour, le combat de trop, comme on dirait dans d'autres sports, où on l'envoie au Mali alors qu'il n'aurait jamais dû partir. Effectivement, il vrille. Mais avant, l'armée, je trouve, a aussi probablement la possibilité d'être interrogée sur sa responsabilité. Ça commence avec la formation, le bizutage. Le bizutage pour, vous dites, détecter les faibles. Et on a tous des images de ce que peuvent être les premiers jours d'intégration dans l'armée. Ça commence violemment, dès le début, souvent, non? Ouais, mais de toute façon, sa vie n'est que violence. Sa vie n'est que violence. Il a besoin de ça. Quand il va en boîte de nuit, il a besoin de se battre. Quand il va au restaurant, il a besoin de se battre. J'essaye d'être très cru à certains moments pour que vous compreniez, pour que le lecteur puisse comprendre jusqu'où il est capable d'aller. Ce type-là, il est capable de se battre contre 4 personnes, dont certains avec un couteau. Il arrive dans sa chambre, pour pas que ça se voit le lendemain, il se recoue lui-même le bras où il a pris un coup de couteau. Il cautérise une plaie au niveau du front parce qu'il a pris un tesson de bouteille avec son fer à repasser. Avec un seul but, c'est de pouvoir mettre son képi, son béret le lendemain et que ce soit invisible. Donc voilà, mais ça fait partie de sa vie. J'ai envie de dire qu'il est en guerre 24 heures sur 24. Alors quand vous êtes en guerre sur un théâtre d'opération, ben vous êtes un soldat héroïque et vous faites preuve d'un courage et de capacité hors norme, mais ben, on ne peut pas vous suivre quand vous faites la guerre au quotidien pour les appelés qui vous rejoignent, pour les types qui sont dans votre équipe. Vous avez une exigence qui est complètement hors de propos avec vos hommes. Parce que ce que vous pouvez exiger d'eux sur le terrain, ben, il faut lâcher la bride un petit peu quand vous êtes revenu en France. Et ça, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire parce qu'il ne sait pas le faire avec lui-même. Donc, quand vous ne savez pas faire quelque chose avec vous-même, c'est compliqué de l'adapter aux autres. Et c'est vrai que il va crescendo et puis il s'auto-détruit. Et nous aussi, on va crescendo, puisqu'on va bien à mesure que les images arrivent, que ce livre, finalement, c'est l'histoire de violence au pluriel, violence conjugale, violence institutionnelle dans l'armée. Alors on dit légitime quand elle est au combat, mais quand elle est dans une caserne, elle n'est pas forcément légitime. Puis violence ordinaire, dans les bars, dans les boîtes de nuit, au volant. Enfin, vous le dites, il est en guerre permanente, et ça, on le ressent bien dans le bouquin. Mais je trouve qu'en creux, ça décrit aussi une société qui est assez tolérante vis-à-vis de la violence. Vous parliez, par exemple, de la comparaison entre l'armée française et les armées anglo-saxonnes vis-à-vis de la consommation d'alcool dans les fameuses popotes, dans les casernes. Quand on va décompresser en buvant un verre, ça se fait plus facilement en France que dans les pays anglo-saxons. En tout cas, cette tolérance à la violence, on l'a toutes et toutes, et en particulier dans ces milieux militaires. C'est clair, et je crois qu'on ne peut pas dissocier cette violence de l'alcool. Et effectivement, moi je le vois parce que, bien sûr, j'ai rencontré Stanislas, mais j'ai rencontré d'autres blessés militaires psychiques, et notamment des plus jeunes, des types qui ont 25 ans. Je vous assure, j'allais... parce qu'on essaye de les reconstruire, ces gens-là, et je le dis un peu dans le bouquin, mais avec des rencontres militaires blessures et sport. C'est-à-dire qu'on met des blessés psychiques et des blessés physiques, notamment à Bourges, et on leur propose des activités sportives, parce que le sport, c'est aussi une espèce de bouffée d'oxygène qui leur permet de reprendre confiance en eux. C'est de l'aviron, c'est de l'escalade, c'est du cheval, c'est de la course à pied, etc. Il y a plein de choses. Et c'est, encore une fois, ces gens-là, quand je les vois, je
pense notamment à un jeune de 25 ans, je vous jure, il avait 25 ans, il en faisait 20. Et il me dit, ma vie est détruite. Donc c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Quand on est militaire jeune. Donc on gagne sa vie jeune. On ne gagne pas des milliers d'essence, pas comme les footballeurs. Mais comme on gagne vite sa vie, ben on se marie plus vite. Quand on est étudiant, on ne se marie pas, on n'a pas de fric. Donc on se marie plus vite. Donc on a des enfants plus vite. Donc imaginez, ce type de 25 ans, hein, je fais un parallèle avec Stanislas, il part à la guerre à 18 ans. Il a fait une fois l'Afghanistan, puis une fois le Mali, puis une fois la Centrafrique. Ça suffit. Il revient, il est grillé. Grillé de l'intérieur. C'est vraiment l'expression que j'emploie parce que c'est la réalité de ce que moi j'ai perçu. Mais le type, il a 23 ou 24 ans. Donc c'est encore un gamin. Ceux qui font des études, ils n'ont pas fini leurs études, ils n'ont encore jamais travaillé. Lui, il est déjà quasiment fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre, il est perdu. Il boit, sa femme se barre, il ne voit plus ses enfants. Il considère que sa vie est terminée. Et c'est là qu'il faut les aider, ces gens-là. Et c'est là que l'armée aujourd'hui a vraiment des codes et une organisation pour leur permettre de s'aider. Je reprends ce type de 25 ans, je lui dis, tu te rends compte? T'es même pas au tiers de ta vie. T'es même pas au tiers de ta vie. Et tu considères que tu n'as plus d'échéance. C'est terrible pour ces gens-là. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans l'armée par rapport au début de carrière de notre Stanislas? Plus d'écoute, plus de prise de conscience de cette blessure psychique. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui lui est arrivé, ce que je racontais tout à l'heure entre la divergence de vue entre le major qui le connaissait très bien et le médecin qui l'a ausculté, sous couvert aussi d'une affirmation très puissante du colonel du régiment, ben je pense qu'aujourd'hui, il ne repartirait pas au Mali. Je pense qu'on fait beaucoup plus attention à ça et on essaye de les accompagner. Et puis j'espère, mais là je ne sais pas, donc c'est pour ça que je parle que d'espérance, j'espère qu'on les forme mieux psychologiquement, physiquement et techniquement avant de partir au combat. Parce qu'encore une fois, quand vous allez au Mali, alors on ira de moins en moins puisque Barkhane c'est fini, mais quand vous allez, il me racontait la Centrafrique, c'est effroyable, des gamins qui arrivaient en Centrafrique à 18-19 ans et qui tombaient sur une véritable boucherie. Ça vous grille les neurones. Alors ça, on peut bien se le figurer. Ce qu'on voit dans votre bouquin aussi, c'est que c'est une histoire finalement très masculine, virile, presque viriliste. Il y a beaucoup d'histoires d'hommes. 90% des histoires que vous racontez autour de Stanislas, c'est des hommes, des frères d'armes, des cibles, quand il s'agit d'aller les fracasser en boîte de nuit ou dans un bar. La hiérarchie des hommes, mais même les soignants sont des hommes. On ne voit pas de femmes pratiquement en dehors, on en reparlera tout à l'heure, de ces femmes à lui ou des proies qu'il cible. Alors c'est vraiment une histoire très masculine. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que je ne m'étais pas fait la réflexion comme ça, mais oui, bien sûr. J'ai envie de parler d'une femme lorsqu'ils sont sur leur camp au Mali. Si vous voulez. Et que cette femme arrive, il faut imaginer qu'ils sont sur le qui-vive. Il y avait eu des exactions un peu partout autour de leur campement. Et puis là, dans le noir, une femme, à l'époque, ils ne savent pas du tout. Et lui est de permanence. Et en gros, il y a quelques sommations. Et puis au bout d'un moment, si vous ne répondez pas correctement aux sommations, normalement, ça se passe très mal pour vous. Et là, c'est là que ce type, qui est pourtant un militaire exemplaire, qui normalement répond aux ordres, ne va pas répondre aux ordres. Parce que cette femme, finalement, c'est une autochtone qui est affamée, qui est assoiffée et qui arrive avec son bébé. Oui, il ne le sait pas d'ailleurs que c'est une femme au moment. Mais non, il ne le sait pas, évidemment. Mais il ne sait pas qui c'est. Mais il a quand même cette lueur dans la tête, parce qu'autrement, il l'aurait tiré, je pense. De dire, alors que les sommations n'ont pas été respectées, qu'il en a prononcé plus que de raison, de ne pas tirer. Et finalement, ça rend aussi une forme d'humanité à ce type-là, parce que, encore une fois, ce qui est important et ce que je dis aux gens, c'est que Stanislas, s'il n'avait pas été militaire, il n'aurait pas été cet homme violent, cet homme caricatural, cet homme détestable parfois, qu'il est au quotidien lorsqu'il n'est pas sur
un théâtre de conflit. Oui, et qu'il est peut-être, c'est à ça que je voulais en venir, peut-être dans cet échange, malgré lui, pour correspondre à certains stéréotypes. On a parlé de son grand-père, on n'a pas parlé aussi de son goût pour les jeux vidéo. Quand il revient du combat, c'est pour se retrouver devant un écran et continuer à se battre par vidéo interposée. Mais rien ne l'intéresse. C'est ce qu'il voit à la télé, Mais finalement, c'est la culture Rambo. Mais encore aujourd'hui, il me dit toujours, moi j'adore, et maintenant plus les progrès technologiques sont importants et plus on peut jouer en réseau avec des gens du monde entier, et il continue, il a besoin, mais c'est une drogue pour lui, il a besoin de faire la guerre, comme il n'est plus militaire, comme il ne fait plus la guerre vraiment, il l'a fait par jeu interposé, bien sûr. Alors, on va en revenir aux femmes, justement, vous l'avez évoqué vous-même, parce qu'elles existent dans ce livre, elles sont moins nombreuses, leur place est moins importante, mais malgré tout, on en parle, à commencer par sa mère. Alors, là aussi, c'est presque un cliché, hein, pardon si ça ne vous convient pas, mais je pose les pieds dans le plat. Quand vous lui faites dire qu'avec le recul, je subissais, je crois, la sévérité et le manque de passion de ma mère, comme si le début de son problème, ça pouvait être la relation avec sa mère. Mais une nouvelle fois, je vais un peu à l'encontre de ce que vous me dites. C'est pas un cliché, c'est la réalité triste, terne, d'une vie familiale, d'une déception d'une maman pour son enfant. C'est terrible. Moi, j'ai 4 enfants. On est parfois déçus par certaines situations, mais sur le long terme, on essaye de ne pas être déçu, et on essaye en tout cas que cette déception ne soit pas permanente, et on essaye d'utiliser ce qu'on est pour évacuer cette déception ou pour la sublimer. Ou d'admettre que le soit aussi à notre égard. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas un cliché, c'est que cette femme, en gros, elle ne l'aime pas assez. Et lui, c'est un grand sensible et un grand sentimental, et il a besoin qu'on l'aime. Mais là, je ne parle pas du militaire, je parle de l'enfant et de l'adolescent qu'il a été. Et quand il rentre de Somalie en ayant, on le répète, tué un certain nombre de personnes, il retourne dans le petit pavillon familial. Et là, il a un papa un peu faiblard, une maman qui est un peu la maîtresse de la maison. Qui l'accueille fraîchement, oui. Mais plus que fraîchement, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas assez. Parce que c'est terrible de dire il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas assez d'amour. En tout cas, lui, il le considère comme tel. Alors, une femme qui l'aime, pour le coup, il en a trouvé une, parce que Marie, elle l'aime vraiment. Elle l'aime jusqu'à surmonter longtemps les coups très nombreux qu'il lui porte. C'est quoi la relation, comment vous pouvez décrire la relation entre elle et lui ? Puisque vous les connaissez tous les deux. Elle est folle amoureuse. Elle l'est encore aujourd'hui. Ils ne sont plus ensemble, ils ont chacun une vie, mais je pense qu'elle l'est encore secrètement. Cet amour, en fait, est teinté surtout, il est enveloppé, et c'est ce qui la rend aveugle, d'une admiration sans borne. Il faut imaginer qu'elle est policière. Elle aime l'uniforme. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle l'a rencontré au départ, parce qu'elle le rencontre un jour où lui vient faire une déposition face à elle et à une de ses collègues au commissariat. Mais elle l'a toujours trouvé, et quand elle me le disait, elle me dit « mais il est beau, dans son uniforme, il est magnifique !» Et il la bluffe par son courage, par ce qu'il est, et il en profite. Il en profite parce qu'il le sait. Il le sait trop qu'elle est amoureuse au dernier stade de lui. Et il va aller jusqu'au bout pour tester cet amour. Alors, ce qu'on disait au début, en 2008, à Noël, quand il va pour la tuer, pour l'étrangler, ben il est au bout du bout à ce moment-là. Et c'est vrai que, et il le dit aujourd'hui, il dit « je ne la respectais pas ». Il ne l'a jamais respectée comme sa femme, comme la mère de son fils. Jamais. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est justement cette relation avec elle, parce qu'on comprend qu'avant tout le monde, elle a compris qu'il n'avait pas l'entière responsabilité de ses actes. Sans pour autant être dans l'indulgence, puisqu'elle fait ce qu'il faut, en particulier pour se protéger, pour protéger son fils. Alors il se trouve que le hasard a fait que le magazine Elle, ce mois-ci, accorde un papier sur le tabou des violences conjugales dans l'armée, et on retrouve l'histoire de Stanislas et de Marie, qui s'appelle en fait Marc
et Céline, mais c'est exactement leur histoire. Mais au-delà de l'histoire de Marc et Céline, il y a l'histoire d'un tas de femmes de militaires qui racontent leur propre histoire. C'est-à-dire qu'on a le contrepoint de votre livre avec cette fois-ci les femmes qui en parlent. Et ce qu'on découvre, c'est que cette femme... Je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas le contrepoint. Mais non, puisque moi, justement, si vous analysez bien, j'essaye de ne pas prendre position, même si c'est difficile, et j'ai... il y a le contrepoint de Marie, il est très fort. C'est-à-dire que je lui donne énormément la parole, je décris les scènes les plus crues de sa vengeance sexuelle, sensible, etc., par rapport à ses exactions à lui, et je donne la parole justement à Marie. Marie n'a jamais parlé, et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas parler au départ, parce que dès qu'elle parle, en dehors de nous dire qu'elle est admirative, qu'elle le trouve beau, etc., elle le trouve minable. Alors, peut-être que, peut-être que le contrepoint, c'était pas le bon terme, on va parler de contre-champ, mais en tout cas, on voit l'histoire des femmes, pas leur point de vue, l'histoire de ces femmes, et comment elles détectent les signaux avant tout le monde chez leur conjoint, et comment elles-mêmes en souffrent jusqu'à se retrouver parfois à l'hôpital, psychiatrique, je veux dire, et finalement craquer au moment où leur mari retourne vivre avec elle. Donc on comprend à quel point ce problème est un problème difficile qui a un impact sur l'ensemble des familles et comment ces femmes ont des difficultés à surmonter ce problème, souvent laissées seules face à lui. Ben c'est clair, Marie, elle est dans une solitude épouvantable, et puis elle tient avec ses enfants. Parce que, je ne sais pas si on en parlera, mais elle a eu un enfant, puis ensuite, vous savez, il n'y a pas besoin d'être militaire pour faire ça. Combien de fois c'est arrivé? Je pense que vous avez chacune des exemples. On essaye de recoller les morceaux, et puis on se dit, tiens, la meilleure façon de recoller les morceaux, c'est de faire un deuxième enfant. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Ça n'arrange pas forcément les choses, mais c'est vrai que, elle a vécu des choses insensées. Et aujourd'hui, moi, avec un peu de recul, en les ayant écoutés tous les deux, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas imaginer qu'un amour soit aussi fort, aussi puissant, qu'on puisse accepter autant qu'elle a accepté, psychologiquement et physiquement. Voilà. Et même lui, aujourd'hui, avec le recul, le dit. Même lui dit, mais c'est une sainte femme. Elle aurait dû se barrer 100 fois. Mais c'est ce qu'on dit souvent à propos des violences conjugales, les ressorts en sont extrêmement complexes. Deux mots peut-être sur votre écriture, que je qualifierais de nerveuse. Alors au sens où on le dit dans le domaine du sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gras, c'est assez efficace, c'est factuel, avec la place à l'émotion quand même. On est souvent touché par l'histoire de ces deux personnages. Et puis du suspense. C'est pour ça qu'on ne parlera pas de la fin, parce qu'après tout, j'aime autant qu'on laisse les lecteurs la découvrir. On ne sait pas si ça finit bien ou si ça finit mal, cette histoire-là. Mais je trouve aussi qu'on arrive à être accroché dans la lecture pour savoir comment ça se termine. Vous avez utilisé un procédé dont on n'a pas parlé aussi, puisque père impair, les chapitres pairs, je crois que c'est vous qui parlez pour décrire l'homme violent dans sa famille. Quand c'est un père, c'est lui qui se décrit au combat ou l'inverse. Ouais, c'est ça. Il, quand il est au combat, je, quand c'est dans sa vie personnelle, et effectivement, on alterne. C'est effectivement le choix que j'ai fait. J'alterne les chapitres pour justement essayer de balayer avec le plus de détails possible ces deux vies très, très différentes. Alors ça donne une impression de fusion entre les protagonistes et au bout du compte, on aimerait savoir si vous avez de la compréhension, voire de l'indulgence pour ce personnage. C'est une très bonne question parce que c'est une question que je me pose encore tous les jours quand j'y pense. La compréhension, oui, parce que, encore une fois, je vous le répète, sans la guerre, sans sa carrière militaire, il n'aurait sans doute pas eu cette trajectoire personnelle. Donc, je comprends. De l'indulgence, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas rentré complètement dans les détails. On a cette mythe de Noël 2008, mais il y a eu d'autres violences
voilà, je suis moins indulgent, mais ce n'est pas de l'indulgence vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis même de son entourage. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que les gens ont été trop indulgents avec lui et que ça aurait pu l'entraîner encore plus bas qu'il n'est tombé. Voilà, donc non, si je devais répondre, compréhension oui, indulgence non, beaucoup moins en tout cas. Une autre façon de poser la question, et ça sera une transition habile, vous allez voir, est-ce que ça pourrait être un candidat pour Koh-Lanta? Grosse ficelle. J'aurais peur qu'il m'en mette une s'il n'était pas content d'une question que je lui pose ou tout ça. Dans sa capacité à résister, dans sa résilience, dans son côté fédérateur au combat, donc sur un camp pour faire gagner son équipe, je dirais 1000 fois oui. Dans sa capacité à se maintenir, à gérer ses émotions, et je dirais 10 000 fois non. Donc 10 000 versus 1000, ce serait non. Et vous pensez qu'il serait détecté dans le processus de recrutement de ces quelques milliers de candidats que vous avez à chaque saison? En tout cas, on essaye de vraiment détecter les candidats et sur chaque casting, pour ceux qui sont castés le plus loin possible et qui viennent à Paris pour rencontrer les équipes de casteurs, on a évidemment des médecins, des psychiatres qui sont là et qui détectent quand même assez facilement, en tout cas assez rapidement, les éventuels problèmes qui pourraient être absolument rédhibitoires pour une participation à Koh-Lanta. Donc c'est un vrai processus. Alors vous avez compris qu'on a changé de registre, on est passé à un deuxième volet. Je vous laisserai le soin de poser des questions sur le livre tout à l'heure, mais je pense que ça intéresse effectivement notre public de savoir un peu comment vous vivez votre carrière, votre expérience de Koh-Lanta, mais pas seulement. Quelles sont les qualités qu'il faut pour justement passer? Il y a peut-être des candidats qui seraient intéressés là dans la salle pour passer ces épreuves de Koh-Lanta. Alors, il ne faut pas imaginer que tous ceux qui sont recalés n'ont pas de qualité. Parce qu'un casting de Koh-Lanta, c'est 25 000 candidatures pour 20 places. Donc vous voyez, même pas 1 pour 1000. Donc voilà, je pense qu'il faut être soi-même. Il faut avoir une vraie appétence pour le dépassement de soi et pour cet idéal de vie sur une quarantaine de jours au maximum à la mode Robinson Crusoe. Voilà, et être soi-même. Ensuite, vous savez qu'un casting, c'est des gens d'un maximum de régions, de toutes les couches socio-professionnelles, socio-culturelles, des hommes, des femmes, des parents, des célibataires, des CSP+, des CSP-, des étudiants. Voilà, donc c'est une espèce d'alchimie et c'est un travail très, très minutieux et très difficile que celui de casteur. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un système très binaire, hein, on est dans l'informatique, hein, c'est blanc ou noir, c'est 1 ou 0. Mais ça existe dans toutes les formules mathématiques que vous pouvez utiliser dans plein de boulots. Mais le casting, c'est uniquement du feeling. C'est de la rencontre, c'est un dossier qui vous attire l'œil plus qu'un autre, c'est une photo, c'est une réponse, c'est une situation professionnelle, c'est une situation personnelle. Et tout ça, vous essayez de trouver la meilleure alchimie pour mettre en place les 20 aventuriers qui vous paraissent les plus à même de vivre à fond, individuellement et collectivement, Koh-Lanta. Oui, avec un tamis qui devrait quand même être un peu technique ou professionnel, médical, psychologique, etc. mais là, évidemment, ceux qui ne sont pas aptes médicalement et psychologiquement, on n'en parle même pas. Là, moi, je vous parle, le tamis a passé tout ça. Les gens dont je vous parle sont des gens qui sont aptes, qui sont motivés. Et puis ensuite, parfois, c'est là que, vous savez, quand on prend 20 candidats, il y en a 10 qui sont conformes à ce que vous attendiez. C'est-à-dire ce que vous avez vu au casting, c'est ce qu'ils vous donnent pendant l'émission. Vous avez 5 ou 6 qui donnent plus. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus par rapport à ce que vous imaginiez. Et puis vous avez quelques déceptions. Ça arrive aussi. Et puis vous avez des gens qui abandonnent, ce qui est toujours le truc le plus difficile à gérer. Parce que vous vous dites, sur les 25 000, on en a pris 20, et sur ces 20, il y en a un ou une qui abandonne. Mais, une fois que j'ai dit ça, il faut imaginer quand même que ne pas manger,
risquer l'élimination tous les 3 jours, disputer des épreuves tous les jours, dans des conditions d'hygiène, etc., qui ne correspondent en rien à notre vie citadine ou même rurale d'hommes et de femmes occidentaux, c'est très très compliqué. C'est l'émission la plus difficile à vivre pour des anonymes à la télévision, toutes chaînes confondues, incontestablement. Alors quels sont les ingrédients justement qui expliquent la réussite de ce programme ? Je crois que c'est 4,5 millions de téléspectateurs à peu près en moyenne. C'est 4,5 millions plus un peu plus d'1 million en replay. Et on a, mais mathématiquement, comme toute la télévision, baissé un petit peu parce que les gens regardent moins la télévision, les gens regardent plus la télévision en replay, la télé à la demande, beaucoup plus que la télé le mardi soir ou le vendredi soir, en fonction des jours de diffusion. Non, mais si je faisais un peu d'humour, je vous dirais, la réussite, c'est l'animateur. Mais c'est pas vrai. On est... Non, mais je crois que, vous savez, c'est le programme le plus... dans ce domaine-là, c'est un programme les plus purs de la télé, c'est-à-dire que les gens sont ensemble, ils vivent ensemble, ils disputent les épreuves ensemble, ils gagnent, ils perdent ensemble, ils s'éliminent ensemble. Voilà, y a pas, vous appelez pas au téléphone pour savoir si vous allez éliminer Jackie ou Geneviève. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont eux qui gèrent tout de A à Z. Vous savez, c'est un concept qui a été créé par un type qui s'appelle Charlie Parsons, un Anglais, qui sortait d'une école de commerce et qui s'était dit à l'époque, qu'est-ce que je pourrais faire depuis ma chambre de bonne, moi qui aime faire de la musique, avec notamment Bob Geldof, qui me prennent pas beaucoup de temps, qui me permettent de gagner pas mal d'argent. Et il a créé Koh-Lanta, qui s'appelait Survivor, en Angleterre. Vous savez comme moi qu'on est très différent des Anglais. La preuve, les Anglais, ils ont fait une saison, ils l'ont arrêté au milieu de la saison, ça n'a pas du tout marché en Angleterre. Et donc, le projet s'est arrêté là-bas. Il l'a vendu à Mark Burnett, un producteur américain. Aux États-Unis, c'est un carton. Nous, ça fait 22 ans. Eux, ça fait plus de 30 ans. Et voilà, je crois que les ingrédients, c'est que on est dans un univers qui fait rêver. Même si on n'est pas aventurier, on se dit, tiens, comment je vais vivre ça ? Il y a un phénomène d'identification. Vous vous mettez à la place des candidats, vous êtes en train de bouffer vos sushis ou votre pizza devant votre télévision et vous vivez par procuration ce que vivent ces gens-là. Et puis il y a un autre phénomène, notamment quand c'est l'hiver, comme ce sera le cas ou le début du printemps en 2024, quand on reviendra avec une nouvelle saison qu'on a déjà tournée, vous voyagez par procuration. Vous partez en voyage tous les vendredis ou tous les mardis soirs. Moi, c'est ce que je dis. Généralement, je me considère un peu comme le commandant de bord d'un avion où on pourrait mettre 4,5 millions, 5 millions de téléspectateurs. C'est vraiment un gros porteur. Et j'emmène ce monde-là, tantôt au Vietnam, tantôt au Cambodge, aux Philippines, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, que sais-je encore, dans toutes les contrées qu'on a eu la chance de visiter en un peu plus de 20 ans de Koh-Lanta. Et sans en revenir à l'animateur, il y a quand même une certaine dose de professionnalisme derrière la production de cette émission-là, puisque Aventure Line, une production pour laquelle vous travaillez, c'est un mastodonte de la production en France. Banijil Group, c'est encore plus gros. Et pour décrire un petit peu ce qu'a produit Adventure Line Productions, c'est Jacques-Antoine qui avait créé cette entreprise qui ne s'appelait pas comme ça, mais c'était déjà La Tête et les Jambes, c'est La Chasse au Trésor, c'est Fort Boyard, c'est vraiment une production qui a l'habitude de gérer les jeux et les émissions de télé-réalité. Bien sûr, surtout les émissions de jeux. De jeux, au départ. Au départ. Oui, mais c'est un ingrédient aussi de ce programme. Non, mais Koh-Lanta, il faut imaginer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 200 personnes, l'équipe de tournage. C'est 120 personnes qui viennent de France et 80 qui sont directement embauchées sur place à des postes névralgiques sur la construction, des pilotes de bateaux, des gens qui gèrent notre quotidien sur place. Mais c'est une vingtaine de caméramans, c'est une vingtaine d'ingénieurs du son, ce sont des régisseurs, ce sont des producteurs, ce sont des constructeurs de jeux, plus de 30 venant de France. Combien de temps avant l'émission ? Ça dépend qui. Les caméramans, tout ça arrive 3-4 jours avant, histoire de s'acclimater, de récupérer du décalage horaire. Les constructeurs de jeux arrivent pour certains un mois et demi avant, et les régisseurs, ceux qui organisent le tournage sur place, ceux qui font que quand nous on arrive, on peut vivre et on peut s'installer, on peut démarrer très vite. Ces gens-là sont parfois là sur place 3 mois avant. Voilà, donc c'est une très très grosse équipe de tournage. C'est un programme extrêmement ambitieux, mais avec, si vous voulez, on est piqué à Koh-Lanta. Et moi, si ça fait 22 ans que je suis sur le programme, j'ai des collaborateurs qui sont avec moi, qui sont là depuis 10, 15, 20 ans pour certains. Et on est très
très très attaché à ce programme, à cette équipe et à cet environnement parce que, encore une fois, on vit, on dort et on mange Koh-Lanta pendant 40 jours. Alors vous arrivez peut-être un peu avant. Vous arrivez avant les candidats, vous arrivez avec eux? Bah, ce serait emmerdant si j'arrivais après. Mais oui, j'arrive quelques jours avant, histoire de m'acclimater. J'arrive avec souvent mon producteur et puis voilà pour les derniers petits détails, les derniers petits réglages. Mais je vous dis, c'est ça qui est génial, c'est que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, nos compétences, notre expérience sont sans commune mesure avec ce qui existait au début. Et franchement, là, on a la bonne personne au bon poste, à tous les postes, et c'est assez extraordinaire parce que imaginez que par exemple le dernier tournage, on l'a fait aux Philippines, dans une zone des Philippines. Il ne faut pas croire qu'on est à El Nido, là où il y a tous les touristes, ou du côté de Manille. On est à un endroit, on se pose en avion, et là on a 5 heures de voiture dans des conditions particulièrement compliquées. Au minimum pour atteindre l'endroit où on est, où il y a 0 touriste. Donc là, quand vous êtes constructeur de jeu et qu'il vous manque 50 mètres de câble, vous l'avez pas, vous voyez, il n'y a pas Amazon qui vous l'amène dans l'heure. Donc tout s'anticipe et j'en profite pour saluer la compétence et la capacité de travail absolument exceptionnelle de tous les collaborateurs de cette grosse machine de télévision, parce que certes, il y a les candidats, certes, il y a le concept, mais on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas une excellence d'un point de vue éditorial et d'un point de vue technique depuis tant d'années. Oui, finalement, c'est aussi un théâtre d'opération d'une certaine manière, une émission comme celle-là. Mais c'est clair. Mais je pense qu'il y a plein de réflexes que nous avons. Alors, toute proportion gardée, parce que nous, on risque pas notre vie et on n'a pas d'ennemis en face, si ce n'est quelques petites bestioles de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on est un peu comme en campagne dans la façon de gérer les impondérables et dans la façon de gérer les hommes aussi. Parce que ce qui est important, c'est que sur Koh-Lanta, comme dans l'armée, quand vous êtes à l'extérieur, c'est 24 heures sur 24 ensemble. Avec, et c'est important pour ceux qui sont dans du management d'entreprise, vous avez 2 façons de gérer les hommes. C'est-à-dire la façon verticale du travail, c'est comme dans l'armée. Koh-Lanta, c'est l'armée. C'est-à-dire qu'il y a des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, des chefs de parti, et une rigueur très très importante sur les horaires, etc. Parce qu'autrement, vous êtes dans une zone qui ressemble au Club Med. Nous, notre camp de base, par exemple aux Philippines, on est au bord d'une plage, c'est sublime. Donc vous avez très vite l'impression de pouvoir être en vacances, ce qui n'est pas le cas. C'est une journée de repos par semaine, mais il faut être extrêmement rigoureux. Ça, c'est pour l'organisation de travail. Mais ensuite, il y a l'organisation de vie, qui est très horizontale, où il y a moins de grades, où vous êtes obligé de faire avec celui qui a perdu son père peu de temps avant, celle qui est partie et qui a laissé à son mari et à une nounou son enfant pendant une quarantaine de jours, un enfant en bas âge, et qui gère tant bien que mal, parfois bien, parfois moins bien, l'absence, etc., etc. Des problèmes. Et vous-même, du coup, vous les vivez comment, ces 22 années de bureau, là? Je les vis bien parce que moi je suis parti très souvent avec ma femme et mes enfants quand ils étaient en bas âge. Ensuite, vous savez, c'est ce qu'on me dit, mais tes enfants, comment ils vivent ça? Mais ils ont toujours connu que ça. Mes enfants sont nés après mon début de Koh-Lanta, donc quand je suis en France, je travaille souvent de mon bureau chez moi. Voilà, j'ai ma petite structure de production et mes bureaux sont pas loin sont juste à côté de mon domicile. Donc voilà, je passe plus de temps quand je suis en France. Beaucoup plus de temps que la plupart des salariés ou des gens qui travaillent. Mais en revanche, voilà, on est loin. Mais ça a tellement évolué. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec FaceTime, avec WhatsApp, moi, il m'arrive de faire les devoirs avec mes enfants. Oui. On discute parfois plus. Parfois, avec le décalage horaire, moi, je suis le matin, eux, c'est le soir. Ils sont en train de dîner à la maison, on met une caméra tournante, tout le monde parle, et j'ai l'impression d'être là. Donc, ça réduit les distances et ça réduit aussi l'impression de manque. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre rôle d'animateur sur cette émission ? Sur Koh-Lanta, je n'aime pas que mon rôle d'animateur, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Vous savez, quand ça fait 22 ans que vous êtes là, je pense être le bras droit absolu du producteur. Aucune décision ne se prend sans qu'on ne se concerte avec le réalisateur également. Voilà, j'ai un rôle éditorial très fort aussi, et c'est ça qui me passionne. Parce que, encore une fois, c'est de l'humain. Et c'est une émission, on peut imaginer échafauder tous les scénarios possibles. Ce qui compte, nous, on fait des jeux, on met des gens,
on forme des équipes et après, ce sont eux qui gèrent l'histoire. Donc vous avez un rôle de taulier, on le comprend bien. De taulier, non, je ne sais pas si je suis taulier. Vous savez, j'essaye d'apporter mon expérience et ces 2 décennies à la tête de l'animation de cette émission. C'est pas péjoratif, mais je voulais en venir à quelque chose qui m'a amusé, parce que forcément, je suis allé gratter pour trouver des histoires. Et j'ai vu que certains candidats à Koh-Lanta confessaient avoir été intimidés par vous au moment où ils sont arrivés. C'est-à-dire que le moment où ils ont compris qu'ils arrivaient dans l'épreuve, c'est la confrontation avec vous. Vous avez conscience de ça ? Bien sûr, mais c'est exactement... Si vous voulez, si j'arrive... Déjà, si je suis au casting, ça change tout. Si je vais les voir avant, ça change tout. Vous allez, salut, ça va bien ? Ouais, je suis Denis Brunner, vous me connaissez. Alors, on va se retrouver demain, ça va être sympa, vous allez voir, vous avez dit, Koh-Lanta, c'est top. C'est plus la même. Donc, je ne suis ni au briefing avec les candidats, ni à leur accueil, je ne voyage pas avec eux. Et la première fois qu'ils me voient, c'est le jour où je leur dis « Bonjour, soyez les bienvenus aux Philippines, c'est le début de Koh-Lanta, c'est le début de votre aventure, pas de route d'observation, la première épreuve, c'est maintenant. » Je fais ça pendant... Ce plateau-là dure 2 minutes. Ensuite, on coupe, parce qu'on doit changer les caméras de place, etc. Et là, je vais les voir un par un. Mmh. Et ce qui les bluffe à ce moment-là, c'est là, je leur serre la main à tous, hommes comme femmes, je connais leur prénom. J'ai un petit mot pour chacun. Et je leur explique clairement que je suis l'arbitre. Et il y a forcément une distance. Et le symbole de tout ça, c'est que tant qu'ils sont dans le jeu, je les vous vois. Dès l'instant que le jeu est terminé, on se tutoie. Mmh. Alors parfois, plus je vieillis, plus c'est dur pour eux de me tutoyer. Et certains m'appellent même monsieur, donc là je leur dis non, arrête tes conneries. Mais autrement, voilà, on essaye. Et je garde, vous voyez, on parlait des Templiers. Là, j'étais sur les Templiers avec 3 anciens candidats de Koh-Lanta. Tous ne deviennent pas des potes, mais je garde voilà, une relation très forte avec chacun d'entre eux. Et surtout, ce qui est important, et je pense qu'ils le sentent, c'est que j'éprouve une très grande admiration pour ce qu'ils font sur Koh-Lanta. Parce que j'ai conscience, même si je ne l'ai jamais vécu, que être privé de nourriture, comme c'est le cas sur Koh-Lanta, risquer l'élimination encore une fois aussi régulièrement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On les sort de leur contexte. Vous savez, quand les gens me disent « Oh, mais je comprends pas, ils sont partis depuis 15 jours, ils chialent dès qu'ils appellent leur femme. » Mais allez, 15 jours, dormir par terre, avec des gens dont vous n'avez pas forcément totalement confiance dès le départ, risquer l'élimination, ne pas manger. Et puis vous verrez, je pense que quand vous aurez votre fils ou votre femme qui vous appellera et vous dire « Je t'aime mon chéri, tu me manques », eh ben, vous aurez les larmes aux yeux, parce que même moi, quand je les regarde avoir cette émotion, l'émotion, par capillarité, elle m'arrive, et il m'arrive aussi d'avoir les larmes aux yeux. Donc c'est très dur, d'où mon admiration pour tous ces gens, qu'ils aillent loin ou pas. Oui, puis je ne veux pas faire de raccourci capillotracté, mais il doit y avoir aussi, comme dans d'autres milieux, celui qu'on évoquait notamment, une difficulté du retour à la maison, là, pour le coup. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi une forme de syndrome de Stockholm, vous savez. C'est compliqué. Imaginez, quand on va dans des pays, je me souviens quand on était au Fidji. Au Fidji, ils vivent comme nous, on vivait en 1850, dans les îles où on était. C'est pas du tout péjoratif, mais en gros, l'argent n'a pas de valeur quasiment, ce n'est que du troc. C'est tes pêcheurs, tu me files un poisson, toi tu fais du riz, tu me files du riz, toi tu es capable de coudre un vêtement, etc. Et ces gens-là ne peuvent pas comprendre le concept de notre jeu. Donc on a des gardiens de camp qui avaient envie de leur pêcher un poisson, de leur filer un poisson. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser... Chez eux, on ne laisse pas quelqu'un sans nourriture. Donc il y a ce syndrome de Stockholm-là, et il y a ce syndrome aussi un peu de Stockholm avec les techniciens. Les caméramans qui sont sur les camps avec eux, au bout d'un moment, il y a un tel partage, il y a une telle connexion, que les caméramans qui sont sur l'île jaune, on leur dit « terminé, tu vas sur l'île rouge », et puis ensuite on mélange tout ça. Mais oui, il y a un retour à la maison, et il y a, peut-être encore plus que dans l'armée, ou en tout cas au moins autant, il y a une aide psychologique disponible pour chacun des candidats H24, aussi longtemps que c'est nécessaire. Certains n'en ont absolument pas besoin, d'autres en ont plus ou moins besoin. Mais en tout cas, on essaye de gérer ce point-là, parce que effectivement, c'est pas comme quand on était gamin et qu'on rentrait de colo et qu'on avait l'impression d'avoir tous les droits, et puis on rentrait à la maison, et là, avec les parents, c'était à nouveau faut se coucher, faut machin, faut prendre la douche. Là, c'est pas ça, mais c'est un peu compliqué de temps en temps de retourner, de revenir dans une vie
normal, réel, après avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas vraiment votre cas, puisque cette émission, vous lui devez votre notoriété. J'ai vu que vous aviez votre statut au musée Grévin, c'est pas donné à tout le monde. C'est quoi le rapport qu'on entretient avec la notoriété quand elle est à ce stade? On l'a mesuré tout à l'heure quand vous êtes baladé ici. Vous savez, moi je rêvais d'être Thierry Roland dans ma vie. C'est-à-dire que je suis devenu journaliste pour être journaliste de sport, et je voulais commenter du foot et aller me balader dans le monde entier pour voir, en gros pour être payé là où je payais auparavant pour aller dans les stades. Voilà, c'était ça mon but. J'ai jamais voulu... Il y a des gens qui vous disent, moi je veux être animateur de télévision, je veux être célèbre. C'était pas du tout mon objectif. Il se trouve qu'à un moment j'étais journaliste, grand reporter au service des sports de TF1, et que le patron des sports c'était aussi le patron des programmes. Et qui est arrivé Koh-Lanta, et voilà. Et ensuite, de fil en aiguille, c'est devenu cette émission qui est sans doute aujourd'hui la plus populaire de ces 20 dernières années, la plus puissante en audience, ça c'est certain. Donc la notoriété, vous savez, elle est l'avantage que je ressens, c'est que c'est une émission comme Tintin qui plaît de 7 à 77 ans. Et donc j'ai des contacts aussi forts avec des gens plus âgés que moi, des enfants encore aujourd'hui. Voilà, ça fédère la famille, c'est très familial. Et il y a très peu d'inconvénients à ça. Alors c'est sûr que, je vous donne un exemple, quand ma fille était petite et qu'elle était malade en voiture et qu'elle me vomissait sur l'épaule, quand je me précipitais dans une station d'autoroute pour essayer de limiter les dégâts, et que là quelqu'un m'accrochait par la manche pour me dire « Monsieur, on peut faire une photo, on peut faire une photo ?» Là non. C'est pas le moment. Mais autrement, globalement, ça se passe plutôt bien. Et la statue au musée Grévin, ça fait surtout plaisir à ma famille, et ma famille un peu plus éloignée. Vous savez, c'est pareil. La notoriété, c'est un truc très, très éphémère et très personnel. Je pense que dans ma famille, mes oncles, mes tantes, etc., le moment qui a été le plus impressionnant et le truc qui les a le plus impressionnés, c'est pas que je présente Koh-Lanta, c'est pas que je sois sur un plateau de télévision, quel qu'il soit, c'est d'avoir participé aux grosses têtes avec Philippe Bouvard, comme invité. Vous voyez, donc, c'est des trucs... Voilà, et moi, j'étais sur le cul. Mon oncle Jean, je me souviens, mais Denis, tu étais avec Philippe Bouvard? Mais comment il est, Philippe Bouvard? Non, mais il est sympa, hein, Philippe Bouvard. Et voilà, donc, c'est des choses comme ça, mais j'essaye de m'en détacher dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai deux vies. J'ai ma vie à la télé et ma vie personnelle, et qui sont très différentes, même si je retiens toujours, et je ne citerai pas son nom, mais un très grand chanteur français qui m'avait dit un jour, tu sais, c'est beaucoup plus fatigant de jouer un rôle dans sa vie d'homme public que d'être soi-même et d'être naturel. Donc j'essaye d'être le plus naturel possible, parce que je suis aussi de temps en temps partisan du moindre effort, et quand on m'a dit que c'était moins fatigant, je me suis dit, je vais faire ça. Très bien, merci Denis Brognard. Merci à vous. C'est impressionnant, hein, ce dortoir. Et on vous souhaite d'avoir la même notoriété en tant qu'auteur. Ça, c'est le premier. Il y en a d'autres en cours, je crois. Écoutez, je suis en train d'essayer d'écrire un livre. J'ai eu le malheur de perdre mon père très jeune, il y a un peu plus de 30 ans. Et je suis en train d'écrire un livre qui serait en fait une rencontre virtuelle, comme j'en avais régulièrement avec mon père autour d'une bière alors que j'étais un jeune adulte, et où on refaisait le monde, et où il était capable, enfin où on avait un vrai partage. Et je voudrais, 30 ans après, essayer de lui expliquer, comme s'il revenait comme ça, comme par enchantement, tout ce qu'il avait manqué et tout ce qu'il m'avait apporté. Voilà, donc je suis dans ce livre-là, mais c'est plus une introspection, et c'est pas facile à écrire. Plus personnel, certainement, oui. Bien, écoutez, c'est votre tour, mesdames, messieurs, de poser les questions que vous souhaitez poser à Denis Brognard. Bonjour. Moi, Bonjour. j'ai une question, c'était par rapport à Ninja Warrior. Pourquoi choisir la ville de Cannes, en fait? Je ne sais pas si c'est possible d'y répondre. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. D'abord, mais parce que vous savez, il faut un endroit suffisamment grand qui puisse nous accueillir. Il faut un endroit aussi qui soit, même si c'est de nuit, qui soit joli. Donc avec quand on s'adosse à la ville de Cannes. Oui, on voit en fait le Suquet. Avec la ville de Cannes, on suit quand on voit l'image, en fait, des fois les caméras sont sur l'extérieur.
de la ville en fait. On voit aussi le haut de Cannes en fait. Ouais, on voit le port et on voit la vieille ville de Cannes derrière. Et voilà, et on a à TF1, on a une vraie complicité avec la ville de Cannes. C'est là que sont organisés les Energy Music Awards. Et on a de très très bons rapports, notamment avec David Lisnard, le maire de Cannes, qui nous facilite considérablement la tâche. Il faut imaginer que monter toutes les structures de Ninja Warrior, c'est 12 ou 13 jours. Donc ça prend beaucoup de temps. Et qu'on trouve vraiment que des avantages à tourner à Cannes en plein air, là où pas mal d'autres pays préfèrent tourner ça dans des grandes salles. Mais ça résonne, c'est pas la même chose. On trouve que c'est plus majestueux d'être dehors, et la ville de Cannes nous offre un bel écrin. D'accord, et ça changera pas de ville, en tout cas. S'il y a d'autres saisons, ça Alors jusqu'à preuve du contraire, non, pas pour l'instant. Peut-être si on regarde l'abbaye de l'Épau un jour. Peut-être au Mans, ouais. Pourquoi pas. Ok, merci d'avoir répondu, c'est gentil. Merci à vous. Merci. Bonsoir Denis. Bonsoir. Je tiens à vous remercier parce que votre livre, j'ai pu le lire facilement avec mon handicap. En tout, j'ai 5 disques différents. Je tiens à vous remercier votre forme d'écriture. Merci beaucoup à vous. Eh bien merci, ça me touche beaucoup. Merci pour vos compliments. Merci beaucoup. Restez comme vous êtes. Je vais essayer. La salle est tellement grande que ça oblige à courir avec le micro là. Ouais, faut être... Bonsoir. Bonsoir madame. Alors moi je suis en train de commencer à écrire un livre et du coup ma question c'était quels seraient les conseils que vous auriez à m'apporter dans le démarrage. Alors ou dans vous l'écriture. savez, je considère que j'ai beaucoup d'expérience maintenant dans mon métier de journaliste et d'animateur, mais que je suis je déteste d'ailleurs cette expression, enfin je ne me considère pas comme un écrivain, je me considère comme un journaliste qui a écrit son premier livre et qui espère en écrire quelques autres, mais comme une passion, comme je pourrais aimer peindre ou jouer de la musique. Les seuls conseils que je pourrais vous donner, c'est oser, foncez, ne vous arrêtez pas et essayez de ne pas vous arrêter parce que vous allez en avoir des moments difficiles. Vous allez vous dire mais mince, c'est pas là que je voulais en arriver. N'ayez pas peur de raturer, de vous dire tiens, je viens d'écrire 4 heures, ça vaut que chi, je le mets à la poubelle. Et vous allez peut-être vous rendre compte que le lendemain, en une demi-heure, vous allez écrire un truc formidable qui sera nickel de A à Z dans votre bouquin. Mais c'est une œuvre de longue haleine, c'est des mois de travail. Le conseil que je vous donnerais, moi, c'est de trouver aussi le moment de la journée qui est le plus propice, où vous avez le plus de clairvoyance, où vous êtes la plus pertinente, où vous êtes la moins dérangée. Le nombre de fois, moi, où j'ai commencé dans la journée, je me disais, mais non, parce que c'était en plus pendant le Covid, à table, mais non, on fait ci, mais t'as pas ça. Voilà. Non, le soir, moi, je me mettais vers 10h, je me souviens, je disais à ma femme, bon, je vais écrire jusqu'à minuit, 1h. Et il m'est arrivé de me coucher, le soleil était levé. Parce que c'était une période où j'étais tranquille et où, finalement, mon imaginaire, j'étais plus concentré, plus calme. Et voilà. Mais surtout, osez, foncez, ne vous arrêtez pas. Et dites-vous que si vous avez l'envie, l'idée, l'histoire, la motivation, vous allez y arriver. Et un jour, vous serez à ma place ici pour répondre à toutes les questions. Merci. Du coup, on aurait dû vous demander votre nom, puisqu'on aurait enregistré. Ça sera pour la prochaine fois, on a manqué de réflexe. Oui, rebonjour Denis. J'aimerais savoir si Stanislas s'est sorti de sa maladie, et notamment de l'alcool. Alors justement, on avait dit qu'on gardait un peu le secret, mais je vais quand même vous répondre, parce que ça, c'est pas comme une intrigue policière. Je l'ai souvent au téléphone, et je l'avais encore, je vous dis, cet après-midi. Stanislas, il s'en est sorti. Alors il s'en sortira jamais complètement. Il sera toujours un blessé psychique. Il sera toujours fragile. Mais il se soigne, il a conscience qu'il doit faire attention à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas pu retrouver une harmonie avec Marie, donc ils se sont séparés. Ils s'entendent parfaitement bien pour leurs enfants. Et chacun a retrouvé un conjoint ou une conjointe. Et pour la petite histoire, Stanislas est très heureux. Et il s'est marié, il s'est remarié avec une femme. Et je trouve ça extraordinaire. Et j'aurais jamais imaginé pour lui ça, mais en tout cas, c'est son choix. Et je crois que c'est sa passion aujourd'hui. Il s'est remarié avec une femme qui est paraplégique.
et il vit une très belle histoire et il a eu un autre enfant. Donc, pour la petite histoire, il a donc un enfant d'une première union, 2 enfants avec Marie et donc un enfant avec sa nouvelle compagne. Il est en train de monter sa société. Voilà. Et franchement, pour bien être capable aujourd'hui de déceler son état d'esprit à travers sa voix, je le sens beaucoup plus serein. Et c'est fort parce que, encore une fois, vu l'état qui était le sien, arriver à retrouver une vie normale, c'était loin d'être gagné et je pense que c'est sa plus belle victoire. Alors, ce sera peut-être la dernière question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question de curiosité par rapport à Koh-Lanta. Est-ce que vous testez vous-même les épreuves aussi ou pas du tout? Alors, les épreuves de Koh-Lanta, je crois que je les ai quasiment toutes testées. Ah, Celle de Ninja Warrior, pour reprendre la question de monsieur, jamais. Trop dur. Je suis trop vieux pour ça maintenant. Mais ouais, Koh-Lanta, ouais. Alors ensuite... Même les poteaux? Hein? Même les poteaux? Alors ouais, j'ai testé, mais je ne suis pas un type très patient, donc les épreuves de patience, je les teste, mais vous savez, en accéléré. C'est-à-dire que les poteaux, je le teste avec le grand rectangle au départ, Ouais. puis ensuite... Mais moi, j'enlève assez vite les clavettes pour me retrouver très vite sur la petite portion. Et vu mon sens de l'équilibre, je tombe assez rapidement. Mais non, mais j'ai testé le cochon pendu, mais pareil, je reste pas 2 heures, 3 heures, je reste un quart d'heure, 20 minutes, ça fait déjà mal au bras pour me rendre compte. Le parcours du combattant, je le teste régulièrement. Toutes les épreuves aquatiques, j'aime beaucoup. Je vous dis, mon vrai souci, c'est le sens de l'équilibre. Donc tout ce qui est poutre, tout ça, j'essaye, mais je veux surtout pas me ridiculiser avec mes collègues. Donc je fais ça assez rapidement. Et je teste la dégustation aussi. Oh. Voilà. Mais j'avoue que je suis pas très... rien ne me dégoûte vraiment dans ce qu'on me propose. Donc voilà, les tarentules, les scorpions, les vers, tout ça les yeux de barracuda. Ah, je savais que j'allais tout de suite vous mettre l'eau à la bouche et en appétit pour le dîner de ce soir. Mais c'est pas mal tout ça pour passer à l'apéro. On avait glissé la dernière question, donc ça tombe très bien. Merci beaucoup, Denis Brognard. Merci à vous.